Bon, mais écoutez, oui, effectivement, je vais vous parler de la Samaritaine. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de la Samaritaine dans ce cycle de conférences? Parce que vous allez le voir, on est vraiment à la transition entre l'art nouveau et l'art déco. Alors, cette Samaritaine, en fait, j'aurais passé un peu plus de 10 ans de ma carrière, donc vous comprenez que j'y suis assez attaché. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment on a vécu le chantier. Bon, là, je passe très vite parce que nous sommes dans un milieu parisien, donc vous savez où ça se passe. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecte, lorsqu'il construit, lorsqu'il restaure, puisque je suis architecte en chef des monuments historiques, a besoin de s'appuyer et de savoir comment l'édifice sur lequel il va travailler a traversé, alors non pas les siècles ici, mais a traversé les décennies passées. Donc pour ça, en fait, il s'appuie sur des études historiques. Il n'est pas historien, donc il voit avec d'autres personnes beaucoup plus compétentes que lui. Et en particulier, sur la Samaritaine, il y a deux groupes de personnes qui sont intervenus. C'est le bureau d'études Graal et l'ensemble, le Cabestan, l'empereur, qui ont vraiment étudié la Samaritaine depuis les origines. Parce qu'on a la chance, comme dans tous les grands établissements, la Samaritaine a conservé toutes ses archives. Et ça, c'est particulièrement précieux, évidemment, pour l'architecte. Encore faut-il savoir les lire, et c'est pour ça que les historiens sont nécessaires. Alors, la Samaritaine, juste un clin d'œil, vous savez tous ce que c'est. Hein. C'était simplement une pompe qui se trouvait dans la Seine et qui irriguait toute la rive droite de Paris. Alors, pour se replacer dans le contexte général de cet ensemble, c'est le dynamisme économique que l'on connaît, c'est l'apparition des nouvelles technologies, le fer, le verre, l'industrialisation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Tout ça, ça a entraîné également d'importantes mutations urbaines et également un nouveau mode de vente, les grands magasins. Alors, j'ai cité simplement pour mémoire, parce qu'on a tendance à les oublier, beaucoup ont disparu, le Bon Marché, les Galeries du Fay, le magasin du Louvre, le Printemps, la Belle Jardinière, etc., etc., le petit Saint-Thomas aussi, sur lequel j'ai travaillé, qui, eux, sont orientés vers la mercerie, et on oublie toujours Félix Potin, qui, lui, avait ciblé les commerces de bouche. Alors, le couple Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, en fait, est un des beaux exemples de ces grands entrepreneurs de cette période, et nous allons voir le travail qu'ils ont pu faire, assistés par l'architecte qu'ils avaient choisi, Franz Jourdain. Alors, donc, je vous l'ai dit, il faut d'abord comprendre l'évolution du quartier, parce qu'en fait, la Samaritaine est issue de cette évolution. Alors, on a la chance d'avoir, évidemment, beaucoup de photographies, donc vous voyez, vous reconnaissez le Pont-Neuf, hein, c'est à peu près la seule chose que vous pouvez reconnaître avec Saint-Eustache dans le fond. L'Atlas Vassereau, que vous connaissez aussi, nous montre exactement comment se trouvait le quartier où va être réalisée la Samaritaine. Donc vous voyez, on est vraiment dans une ambiance un peu plus médiévale. Vous voyez que le Louvre, la cour du Louvre est encore, non, j'ose pas dire encombrée, puisqu'il y avait peut-être des choses de qualité, mais qui ont été démolies par la suite. Les Tuileries sont encore en place, naturellement. Enfin, donc vous voyez, c'est vraiment le vieux Paris qui est encore en place. Et là commence une importante opération d'urbanisme, c'est le percement de la rue de Rivoli. Bon, ce percement, il a duré très longtemps, puisqu'il avait commencé sous le Premier Empire dans les années 1807, 1810, et ensuite, progressivement, vous voyez, il y a les trois couleurs qui montrent comment cet axe, qui devait aller jusqu'au château de Vincennes, a percé vraiment très fortement ce milieu urbain dont nous venons de voir l'ensemble. Alors, vous voyez enfoncer les grands tracés qui ont été réalisés, et donc vous voyez, ça a vraiment assez perturbé tout cet ensemble. Et là, vous voyez, on a les alignements, ça on aime toujours, la ville de Paris, enfin toutes les grandes villes ont toujours aimé les alignements. Donc vous voyez en fait toutes les démolitions qui ont pu avoir lieu pour arriver au Paris que nous connaissons maintenant. Alors, en 1870, en fait, le percement de Rivoli était terminé et ça avait déjà entraîné des constructions nouvelles, puisque vous avez vu, beaucoup de maisons avaient été démolies. Et là, vous voyez deux bâtiments qui sont très importants. C'est la Belle Jardinière en 1865-66, et le bâtiment qui s'appellera par la suite le magasin 1. Vous voyez, en fait, là, par rapport à la photographie que nous voyions tout à l'heure, c'est Pissarro en 1902, c'était exactement la même chose. Alors, parlons un peu plus
des deux créateurs de ce couple magnifique. Donc là, on est dans les années 1925 à peu près, parce qu'ils sont morts peu de temps après. Et il y a cette histoire que, ma foi, tout le monde finit par connaître, mais c'est celle d'Ernest Cognac, qui était vraiment ce qu'on appelait un vendeur au parapluie, qui s'installait. Je ne vous parle pas de tous les épisodes qu'il a pu faire avant d'arriver là. Il était vendeur au parapluie, il s'installait dans les Corbeilles du Pont-Neuf. Pourquoi cet endroit? Tout simplement parce que la Belle Jardinière était vraiment un appât et avait commencé à attirer toute la population. C'était le premier centre commercial de ce quartier. Et en fait, c'était Ernest Cognac, pardon, qu'on appellera par la suite le Napoléon du déballage, ma foi, il s'installait là. Et puis, ma foi, tous les soirs, il rentrait, c'était au-delà de la porte d'Orléans. Donc, vous l'imaginez, avec son grand parapluie, il portait toute sa marchandise. Donc, il en a eu assez. Et il a acquis, s'est entendu avec un café qui s'appelait La Samaritaine, et il a acquis son arrière-boutique dans lequel il a pu commencer à stocker. Et c'est là, en fait, qu'a démarré cette magnifique aventure. Donc, vous voyez, le premier magasin de la Samaritaine. Et puis, progressivement, quelques années après, il a commencé à acquérir la totalité de ce magasin. Il grignotait, c'est une expression que j'utiliserai souvent. Il grignotait, donc le magasin, vous le voyez, vous repérez Saint-Eustache, et vous voyez, en fait, toutes les grands vents ou autres que vous voyez, mais en fait, c'était pour abriter des boutiques de la Samaritaine. Alors, en fait, le magasin, il l'a complètement acquis, et là, ma foi, il a eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'il a rencontré l'architecte Franz Jourdain, qui était un Belge, qui était très lancé dans l'art nouveau, dont on vient de parler, et ils se sont parfaitement entendus. Et c'est là que, en fait, Cognac a trouvé qu'il fallait absolument continuer à s'agrandir. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme il avait fait au magasin, il a grignoté. C'est-à-dire que dans les immeubles qui étaient de l'autre côté de la rue de la Monnaie, tout simplement, il y avait des cours, comme dans tout ce type d'immeuble, il a couvert les cours. Et puis ensuite, progressivement, il a acquis des appartements, il a acquis des parcelles, et puis progressivement, il a fini par acquérir différentes parcelles. Et chaque fois qu'il avait pris possession d'une parcelle, et ma foi, il démolissait la façade et il construisait la façade définitive que l'on peut voir actuellement. Donc en fait, toute cette partie du magasin qui s'appellera le magasin 2, toute cette partie en fait a été réalisée en une dizaine d'années à peu près, alors que lorsqu'on voit la façade maintenant, on a l'impression que tout ça est venu d'un seul jet. La seule partie qui aura été faite d'un seul jet, on le verra un peu plus tard, c'est qu'il a réussi à acquérir, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il a réussi à acquérir une école communale et une rue. La ville de Paris il a vendu une école et une rue, et il a pu continuer de faire ses constructions. Alors, vous allez voir, je vais passer très vite, mais vous allez voir comment en fait il a grignoté, parce que grâce aux archives, on a pu voir exactement comment ça s'était fait. Donc là, vous voyez le magasin, la partie qui est en haut, vous voyez ce qui viendra la première partie du magasin 2 avec son parcellaire. Et puis là, je vais aller très vite, vous allez voir comment il a commencé à acquérir. Vous voyez, il a commencé par acquérir cet ensemble, ensuite il a construit la façade, puisqu'il avait la totalité, il est passé par derrière. Et puis là encore, vous voyez, c'est vraiment du grignotage et tout ça en une dizaine d'années. Et la partie centrale, donc la place de l'ancienne école, là c'est celle où il y aura la grande verrière. Donc je traduis rapidement pour les façades, et surtout on voit le mode de construction. On parlait d'industrialisation, en fait c'est grâce à l'industrialisation qu'il a pu construire très très vite. Et alors ce que vous voyez, enfin ça se voit peut-être difficilement, mais croyez-moi, c'est que je vous disais qu'il commençait par acquérir les intérieurs avant de construire les façades. Là vous voyez sur la photo de gauche, vous voyez l'entrée du magasin qui desservait les intérieurs pendant qu'on était en train de construire la façade. Il n'était pas question de perdre une semaine de chantier ou quoi que ce soit, donc je pense qu'avec on aurait plus le droit maintenant avec les règles de sécurité, il faut le refaire d'ailleurs. Mais enfin, vous voyez comment ça se faisait. C'était vraiment un véritable jeu de mécano qui se réalisait. Donc vous voyez, là encore, la façade est en train de se construire, alors que derrière, les anciens appartements ou autres, il y a eu évidemment des salles d'évolution de cloisons ou autres,
servait à accueillir déjà les acheteurs. Donc, encore une fois, toujours pour schématiser un petit peu l'ensemble, et vous voyez cet ensemble, la façade est en cours de construction, et là, on ne voit pas la porte d'accès, mais par derrière, dans l'intérieur, ma foi, il y avait déjà des stands qui étaient en état. Alors, voilà donc là, on va arriver dans les années 1909-1910. Alors là, c'est quelque chose que que personne n'a connu, malgré nos âges. Personne n'a connu, mais vous allez voir un petit peu plus précisément. Donc, vous voyez, il a fait une tourelle, c'était tout à fait la mode dans les immeubles, on avait tendance à faire ce genre d'ornement au point de rue. Là, vous voyez la construction de la grande verrière. Bon, là aussi, l'inspection du travail, il y aurait certainement des observations à faire. Enfin, c'était traditionnel. À New York, vous avez exactement les mêmes situations. Donc, encore une fois, c'était un jeu de mécano, parce que ces poutres étaient en grande partie préfabriquées en usine, et puis par contre, elles étaient assemblées entre elles par des boulons, tout simplement. C'est très facile maintenant de le voir, parce que j'espère que vous allez aller voir le magasin si ce n'est pas encore déjà fait. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Hein. Simplement, vous regarderez dans la structure métallique, quand vous voyez des rivets, c'est fabriqué en usine, et quand vous voyez des boulons, c'est assemblé sur place. Donc là, vous voyez une photo de cet ensemble, c'est en 1909, hein, c'est-à-dire c'était pratiquement terminé, il y avait encore des travaux, enfin, on avançait. Et puis là, ça y est, c'est ouvert, on doit être en 1910 ou 1911. Donc vous voyez, tout le monde est en train de courir après les différents rayons. Ce que vous noterez aussi, c'est le sol. Là, ça se voit mal, mais on le verra plus précisément tout à l'heure. C'est que le sol était entièrement en verre, en dalles de verre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité à cette période. Et si on faisait dans tous ces grands magasins des grandes verrières avec les escaliers au milieu, c'était tout simplement pour que la lumière naturelle puisse pénétrer le plus loin possible dans les rayons. Puisque, évidemment, il fallait profiter au maximum de tout cela, sachant que le gaz n'était pas souhaité, et en tout cas, il n'y en avait pas à la Samaritaine pour des raisons d'incendie, tout simplement. Donc, pensez qu'à la Samaritaine, le premier sous-sol était également éclairé par la lumière du jour. Alors, voilà la Samaritaine telle qu'elle se présentait avant-guerre. Alors, ce que vous ne voyez pas, enfin, vous voyez en tout cas tous les coloris, mais vous allez voir un peu plus ce que ça donne. Voilà tous ces coloris, c'était vraiment absolument extraordinaire de couleurs, de polychromie ou autre, et de détails, parce que tous les détails maintenant ont disparu. Il y avait des feuilles de cuivre qui se baladaient absolument partout. Donc ça, c'est des détails. Alors évidemment, la plupart des photos sont en noir et blanc. Ça, c'est le magasin. Le magasin, on l'a vu tout à l'heure, mais sur la façade, sur la rue de Rivoli, il se présentait évidemment comme un immeuble haussmannien. Enfin, haussmannien avant la lettre, puisqu'en fait, c'était construit dans les années 1850-1860. Alors là, tout simplement, pour essayer d'unifier l'ensemble, il avait appliqué, et elle l'est toujours, il avait appliqué une façade comme sur le magasin 2. Et voilà ce que l'on avait. C'était, alors c'est une vue évidemment enjolivée, mais pour montrer un petit peu l'ensemble du magasin 2 et du magasin 1. Alors en fait, ce qu'il faut voir dans cet ensemble, je vous ai dit que c'est grâce au métal que l'on avait pu aller aussi vite, mais je parlais du mécano tout à l'heure, mais également c'est ce qui est assez curieux. Alors oui, je voulais quand même vous citer les noms des artistes qui étaient intervenus. Alors il y avait Francis Jourdain, on en reparlera tout à l'heure, c'est lui qui a fait la peinture qui est tout à fait en haut du jardin d'hiver, qu'on appelle improprement une fresque, puisque c'est une peinture sur bois de fou. On avait Schenck pour la serrerie, Eugène Grasset, on en a parlé tout à l'heure, qui a contribué au dessin des escaliers, Thibaut pour les céramiques, et puis Schwartz et Maurer, évidemment, pour la structure métallique. Alors, je cite le bonheur des dames parce que, en fait, ce que l'on sait parfaitement, c'est qu'on a une correspondance très importante entre Franz Jourdain et Isola. Et en fait, quand on regarde les dates, c'est exactement la même chose. Et je cite simplement une phrase, enfin un paragraphe du bonheur des dames, parce qu'en plus il est méchant pour les architectes. Zola dit simplement l'architecte, par hasard intelligent, un jeune homme amoureux des temps nouveaux,
qui ne s'était servi de la pierre que pour les sous-sols et les pieds d'angle, puis avait monté toute l'ossature en fer des colonnes supportant l'ensemble des poutres et des solives. Partout, on avait gagné de l'espace, l'air et la lumière qui entraient librement. Le public circulait à l'aise, sous le jet hardi des fermes de longue portée. C'est la cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clientes. Alors, bon, c'est exactement la Samaritaine, là on comprend tout à fait la correspondance qu'il y a pu y avoir entre les deux hommes. Alors, la reprise économique consécutive à la fin de la guerre de 14, en fait, a réactivé les ambitions d'expansion du couple, parce que ça marchait vraiment très très bien. Donc, assez rapidement, il a souhaité agrandir ce magasin 2 vers la Seine, avec, alors cette fois-ci, un nouveau style architectural, je vous dirai pourquoi. Tout simplement parce que, vous allez comprendre en voyant les photos, comment ça s'appelle, Franz Jourdain avait eu simplement la prétention de démolir cette façade pour la rapprocher un petit peu de la Seine. On va voir le plan. Attendez, oui, on le voit, c'est que... Attendez, voilà. C'est qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est simplement... Vous voyez, ça c'est le pâté de maison qui a été démoli, on l'apercevait tout à l'heure. Vous apercevez par derrière la façade de la Samaritaine, qui évidemment était complètement dissimulée par cet ensemble. Alors, même technique que précédemment, il a acquis progressivement ces maisons, il les a grignotées par les intérieurs, etc., etc. Et puis est arrivé un moment où il a voulu les démolir, tout simplement. Donc vous voyez que la grande façade que l'on a aperçue tout à l'heure, parce que sur les prospectus publicitaires, évidemment, c'était plus agréable de la montrer complètement dégagée, en fait, cette grande façade était absolument invisible. Donc, en fait, le souhait de Franz Jourdain, c'était de démonter cette façade et de la ramener sur les berges de la Seine, c'est-à-dire exactement sur la partie qui est en bleu. Et là, il y a eu vraiment un blocage absolument complet de la ville de Paris, qui déjà, et des associations de défense du patrimoine, il y en avait déjà, et qui trouvaient déjà que la Samaritaine, avec sa polychromie, n'était pas tout à fait en raccord avec le quartier. Mais là, vraiment, de penser que cette façade, qui en fait a été vue pendant 2 ans à peu près, que cette façade allait venir sur les bords de la Seine, avec toute sa polychromie, il y a eu vraiment un blocage complet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'évidemment, Ernest Cognac n'avait pas l'intention de se bagarrer avec la ville, donc de perdre du temps, parce qu'autrement, il était capable de le faire, mais pour lui, le temps, c'est de l'argent, ça vous l'avez compris. Donc, simplement, eh ben, il a fait en sorte d'associer Franz Jourdain à un autre architecte, Henri Sauvage. Alors, Franz Jourdain, lui, en fait, il avait un caractère de cochon, on le voit dans tous ses textes ou autres, c'était vraiment un polémiste par nature. Mais donc il était absolument impossible que Franz Jourdain se plie aux desiderata de la ville et fasse une architecture un peu plus simple et plus moderne. Donc il s'est retourné, ou plutôt Cognac s'est retourné vers Sauvage, enfin les deux hommes se connaissaient, vers Sauvage, qui pourtant Sauvage, on en a parlé, vous en avez peut-être déjà parlé, Sauvage était vraiment réputé pour l'art nouveau, il avait fait la Villa Majorelle à Nancy, qui est vraiment un chef-d'œuvre de l'art nouveau, mais Sauvage avait su prendre l'air du temps et évoluer. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Franz Jourdain a construit son magasin, exactement comme il avait construit l'autre, mais c'est Sauvage qui a fait la façade. Et alors ce qui est particulièrement curieux et intéressant dans ce dessin, c'est que cette façade, c'est une façade entièrement décorative. Et même lorsque nous avons travaillé, on a cherché, elle aurait pu tenir toute seule, il n'y avait aucun lien entre la structure métallique que vous avez aperçue et la façade actuelle. Donc en fait, c'est une façade qui a simplement été faite pour satisfaire au permis de construire. Et puis ça permettait de construire beaucoup plus rapidement. Et on est dans l'ère du temps. Donc cette façade, ma foi, s'est réalisée, elle a été inaugurée en 1929, comme vous pouvez voir. Et là, ma foi, on arrive dans la partie que l'on connaît, hein, il y a eu guerre de changement. Et c'est toujours pareil, ils auraient bien voulu continuer, mais ils sont décédés tous les deux à peu près, en 1929 pour Ernest, sa femme était morte en 1925, si je me souviens bien. Donc le projet s'est arrêté, il y a eu des tentatives d'unification architecturale, ça on en
on verra peut-être quelques dessins, je ne me souviens plus. Et puis surtout, quelque chose qui a énormément marqué, c'est que vous avez compris que l'art nouveau ne plaisait pas du tout, ne plaisait plus du tout, et qu'en fait, progressivement, on le verra, tout ce qui était décoratif, tout ce qui était typique de l'art nouveau, ma foi, a été supprimé pour être dans l'air du temps, pour devenir de l'art déco. Donc en fait, vous voyez, là on étudie l'art nouveau, on étudie l'art déco, et les deux styles ne pouvaient absolument pas cohabiter, et en fait, seule la Samaritaine permettra d'avoir cette cohabitation. Donc après tous les essais possibles et imaginables de supprimer l'art nouveau ou autre, les héritiers en fait ont fini par vendre en 2001 au LVMH. Donc je vous remontre encore les petits dessins rapides que vous avez vus tout à l'heure pour vous montrer encore l'évolution du magasin depuis la construction de la partie du magasin de Surcelles. Donc ça a continué de construire évidemment parce que l'objectif évidemment c'est d'avoir toujours plus de mètres carrés pour vendre. Donc vous voyez, on a gagné beaucoup de mètres carrés dans l'ancien magasin 2. Et puis il y a eu quand même le magasin 3, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, qui a pu se construire juste après la guerre. Donc ça vous le voyez bien aussi. Et là c'est ça, je vous parlais des projets d'unification. Donc vous voyez ce magasin 2 Art Nouveau, il était vraiment prévu de le déshabiller complètement pour l'harmoniser avec le magasin qui était en art déco. Et puis ce n'était qu'un projet, je vous ai expliqué pourquoi ils avaient été obligés de s'arrêter. Alors vous voyez, disparition des décors Art Nouveau, toute la polychromie que l'on revoit maintenant à nouveau, elle avait été dissimulée par des couches de peinture qui, croyez-moi, étaient très difficiles à enlever. Donc tout ça, c'était pour être à la mode du temps. Alors là, cette fameuse peinture que l'on a vue tout à l'heure et qu'on le reverra tout à l'heure, là, elle avait également été peinte en blanc parce que vraiment c'était un peu plus choquant d'avoir ces polychromies à la vue de tout le monde. Tous ces décors que vous voyez là, eux avaient été également enlevés parce que, alors, à la fois parce que c'était mal construit, c'était pas le cuivre, ça ne tenait pas bien, enfin si on avait voulu, on aurait pu les conserver. Donc ils avaient disparu, ils ont disparu entre les deux. Là aussi, vous le devinez simplement, il y avait des tas de pilastres en décoratif que l'on a restitués d'ailleurs, mais qui ont été supprimés tout simplement pour être conformes. Donc vous voyez tous les bandeaux blancs, c'était les polychromies que l'on a remis progressivement en valeur. Donc là, vous voyez là, toutes les dorures ou autres, tout ça c'était badigeonné blanc parce que ça ne correspondait plus au bout du temps. Bon, à l'intérieur, on avait également rajouté des planchers, c'est toujours le souhait d'avoir le maximum de mètres carrés de vente. Et puis, en fait, en 2005, vous savez, le magasin a été fermé. Alors, je sais bien qu'on a beaucoup glosé sur les raisons de fermeture, mais la raison principale de fermeture, ce sont les règles de sécurité. Et je vous parlais des planchers en verre tout à l'heure. Je ne vous cache pas que la première fois, enfin on en parlera tout à l'heure, mais la première fois où j'ai pénétré dans le magasin et j'ai vu ces planchers de verre qui étaient débarrassés des moquettes et des planchers qui les avaient recouverts au fil du temps, j'ai fait un saut en arrière parce que j'ai cru que je passais au travers. Bon, bien sûr, donc ça c'est vraiment la raison fondamentale. Alors, bien sûr, il y a eu le passage du temps sur le métal, enfin, quand il n'est pas entretenu, c'est vrai qu'il a tendance à se corroder. La notion de grand magasin également a considérablement changé, ça vous le savez. Et cette notion de grand magasin où on trouve tout, qui a tellement entraîné de publicité, à la fois a complètement disparu. Bon, je ne vous rappelle pas, je pense que vous êtes nombreux ici à pouvoir avoir vu cette publicité, celle-ci aussi sur la reine d'Angleterre, mais tout ça, ça n'a pas suffi à sauver le magasin. Alors, juste quelques photos pour vous montrer l'état du bâtiment lorsque nous sommes arrivés. Donc, évidemment, c'était vraiment en un peu plus mauvais état. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La première des choses que l'on fait, c'est de désamianter. Pour ça, ce qu'on appelle, c'est le curage de l'édifice. Alors, pour l'architecte, ça a été extraordinaire, parce que et pour les historiens également, parce que ça leur a permis de connaître vraiment les anciennes dispositions de ce bâtiment. Parce que vous imaginez que dans un magasin, il y a beaucoup de décorations
qui change continuellement en fonction des expositions et en fonction des ventes. Donc, ça nous a permis de voir les anciens appartements. Je vous disais que une grande partie du magasin 2 était simplement des appartements qui avaient été aménagés, qui avaient été curés. Donc, voilà, on retrouve tout à fait ces anciens appartements. Et pour ceux qui s'en souviennent, ça explique pourquoi une des parties du magasin 2, qui d'ailleurs sera démolie, vous allez le voir, une ancienne partie du magasin 2 était remplie de planchers où on passait son temps à monter et à descendre les marches. Tout simplement parce que les différentes parcelles que vous avez aperçues tout à l'heure n'étaient pas au même niveau. Ça, c'est propre des immeubles dans Paris. Donc, vous voyez, on retrouve le magasin tel que vous l'avez sans doute connu. Alors, quelque chose également qui est assez... Bon, alors ça avait été repeint de nombreuses fois, vous imaginez. Quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que comme Jourdain et surtout son client voulaient aller très très vite, en fait, ils ont travaillé vraiment avec des poutres et des poteaux, sans aucune fioriture ni quoi que ce soit. Alors la fioriture, on l'a quand même rajoutée parce que c'était la période, simplement on l'a faite en plâtre, et on l'a plaquée sur les éléments de métal. Alors là, ça se voit parfaitement parce que dans les années 80, il l'avait repeint en le mettant en valeur. Mais là, maintenant, on a fait en sorte, on a respecté l'esprit de Jourdain, c'est-à-dire qu'on les a peints exactement de la même couleur. Et en fait, vous ne distinguez pas ce qui est plâtre de ce qui est métal. Bon, le truc, je vous le donne, vous mettez la main dessus, quand c'est froid, c'est du métal, quand c'est chaud, c'est du métal. Alors, ça nous a permis de voir aussi, parce que les fenêtres avaient été couchées la plupart du temps, ça nous a permis de voir également la finesse et la délicatesse des menuiseries métalliques. Alors, toujours, c'est l'industrialisation, mais la grande raison également, c'était de pouvoir faire pénétrer la lumière le plus loin possible. Donc, il fallait éviter d'avoir le maximum de contraintes mécaniques. Donc, une des vues extraordinaires, vous pouvez toujours la voir si vous prenez une suite dans l'hôtel Cheval. Alors, voilà les fameuses dalles de verre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des dalles de verre qui étaient fabriquées par Saint-Gobain, qui les fabrique plus, mais enfin, vous avez le catalogue tout à l'heure. Alors, le problème, en fait, de sécurité, c'est que ces dalles de verre reposent sur des petites cornières métalliques toutes petites. Ce qui fait que si jamais il y avait eu la moindre élévation de température, les cornières se tordaient et les dalles de verre tombaient, et puis évidemment, tous ceux qui étaient dessus tombaient également. Heureusement, il n'y a jamais eu de problème. Mais c'est là où je vous dis, la première fois que j'y étais, et j'ai vu une dalle qui était cassée, j'ai vraiment fait un saut en arrière, parce que ce sont des dalles qui font 2,5 cm d'épaisseur. Donc, vous voyez, là, c'est le catalogue de Saint-Gobain. Vous voyez parfaitement comment c'était construit et pourquoi, en fait, les pompiers ont poussé des cris lorsqu'ils ont découvert. Alors, ce que l'on a fait également, c'est qu'on a cherché, évidemment, la peinture d'origine, la polychromie. Donc, on a fait de ce qu'on appelle une stratigraphie, c'est-à-dire qu'on a gratté jusqu'à ce qu'on trouve les couches d'origine, jusqu'à ce qu'on trouve le fameux bleu samaritaine. Parce que ce bleu samaritaine, vous l'avez vu, c'était devenu vraiment un bleu très vif, voire un vert quelquefois, et on a pu retrouver vraiment le bleu samaritaine des années donc, 1905, enfin de la première décennie du XXe siècle. Alors, donc le problème qui se posait, vous l'imaginez, c'était que faire de ce bâtiment. Enfin, je parle à la place de LVMH, bien sûr, mais de l'extérieur. Alors, il est évident que, je crois que ça, si on pensait, même si ça ne se sait pas, j'imagine qu'ils y ont pensé, le plus simple, évidemment, c'était de démolir quelque chose qui était vraiment en très mauvais état, de le reconstruire, de faire quelque chose de parfaitement adapté aux nouveaux besoins. Mais, heureusement, une partie du bâtiment était protégée au titre des monuments historiques. Donc, en fait, le programme qui a été fait par LVMH, c'est simplement de conserver et de remettre en valeur les façades du bâtiment 2 qui étaient protégées, de conserver une partie des intérieurs du bâtiment 2 qui aussi étaient protégés, et de faire un bâtiment neuf en place du bâtiment 4. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le bâtiment qui se trouve sur la rue de Rivoli. Voilà pour schématiser l'ensemble que vous avez peut-être déjà vu. Donc le magasin 2, en fait, c'est celui qui se trouve entre la rue Baillet et la Seine. Le magasin 4, c'est celui qui se trouve entre la rue Baillet et la rue de Rivoli. Donc en jaune, ce que vous voyez, c'est les parties qui devaient être conservées, parce que soit
elles avaient un intérêt patrimonial attesté, soit pour ce qui était vert, elles ne présentaient plus d'intérêt. Donc le principe, c'est que tout ce qui est autrement dit, tout ce qui est en vert sera démoli, par contre, tout ce qui est en jaune sera conservé et restauré. Là, le projet, vous l'avez sans doute déjà vu, là, ça montre simplement la coupe et l'ensemble de ce bâtiment, avec vraiment la tête de gondole, si je peux dire, qui est sur la Seine, avec le bâtiment sauvage, et puis ensuite le bâtiment Jourdain. Et puis, vous voyez sur la rue de l'Arbre Sec, il y a toute une partie de bâtiments 17e, on les a étudiés, 17e, qui avaient été conservés. Alors qui avaient été achetés par la Samaritaine, mais qui avaient été conservés tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps ou les moyens de les démolir après-guerre. Alors évidemment, il n'était pas question de les démolir à notre tour et ils ont été restaurés. Donc le principe de la Samaritaine, vous connaissez certainement. À gauche, vous avez l'hôtel Cheval Blanc. Ce qui est en jaune, ce sont les surfaces commerciales. Et ce qui est en rose, en fait, ce sont des cours que l'on verra tout à l'heure et qui éclairent des bureaux ou des logements sociaux ou une crèche. Donc, vous voyez, la partie commerciale est beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'il y avait avant. Pour une partie simple également, c'est que la ville de Paris, dans son PLU, impose pour toute opération supérieure à un nombre de mètres carrés, je ne l'ai pas en tête, et vous imaginez que la Samaritaine correspondait tout à fait à ça, impose la création de logements sociaux. Donc en fait, il y a des logements sociaux dans la Samaritaine. Donc vous voyez en gros la façon, là c'est la maquette qui a été démolie, croyez-moi, en tout cas c'est l'imbrication de toutes les fonctions dont nous venons de parler. Toujours la même maquette de ce projet. Je passe rapidement. Là, vous voyez le bâtiment, le projet de bâtiment, ce n'était pas encore la réalité. Donc, vous voyez sur le bâtiment 4, donc sur la rue de Rivoli, qui est pratiquement entièrement démoli pour un bâtiment neuf. On verra en détail tout à l'heure. Vous apercevez les bâtiments 17e qui ont été conservés. Les logements sociaux, en fait, sont tous au chevet de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc, vous voyez, on peut avoir des logements sociaux vraiment parfaitement bien situés dans cet ensemble. Alors, je vais vous parler maintenant de la restauration, puisque c'est le domaine sur lequel je suis plus particulièrement intervenu. Donc, en fait, la restauration, c'était d'abord la grande verrière, là, avec le grand escalier, et puis tous les décors qui pouvaient s'y trouver, ainsi que les façades extérieures. Alors, cette grande verrière, vous la connaissez, je vous incite à aller la connaître. Donc ça, c'était le projet. La seule différence, c'est qu'on n'y a pas planté d'arbres, parce que, tout simplement, la passerelle n'aurait pas supporté le poids. Mais on a fait vraiment des tas de découvertes, parce que je vous avais parlé du curage tout à l'heure. C'est vrai que le curage nous a permis de voir, de découvrir beaucoup de détails, mais un curage n'est jamais complet. Et là, on est sous une sous-face d'escalier, et qui avait été entièrement recouverte de plâtre et peinte en blanc. Et c'est simplement un jour, l'électricien, en faisant une saignée pour passer un fil, me dit « Monsieur l'architecte, j'arrive pas à faire de saignée, qu'est-ce qui se passe ?» Alors simplement, j'ai été voir, et on s'est rendu compte que toutes les sous-faces d'escalier étaient recouvertes par ces pavés de céramique. Évidemment, on a remis en valeur tout de suite dès qu'on a vu leur qualité. Mais ça montre en tout cas l'importance d'un chantier, parce qu'on a beau faire toutes les études préalables et diagnostiques que l'on veut, c'est quand même sur le chantier qu'on découvre. Bon, là aussi, les frises qui se trouvent en haut du jardin d'hiver, on a pu voir exactement comment elles étaient faites. C'était des dorures. Alors c'est du trompe-l'œil. Hein. C'est ça qui est terrible, c'est que vous allez voir, il y a beaucoup de trompe-l'œil dans la Samaritaine, et curieusement, le trompe-l'œil, c'est plutôt une qualité quelquefois, parce qu'il est quelquefois plus difficile de faire un bon trompe-l'œil qu'un mauvais. Donc, en fait, là, ce sont des trompe-l'œil, c'est des feuilles d'or avec simplement des dessins de mosaïque dessus. Ça allait beaucoup plus vite à faire que de faire une véritable mosaïque. Donc, c'est pour ça, simplement, qu'on l'a fait. Alors, cette fameuse peinture, il a fallu la déposer parce qu'elle était, donc, je vous ai dit, c'était une toile marouflée sur du liège.
mais qui était vraiment fixé sur la structure métallique, qui était dans un état de corrosion absolument épouvantable. Donc on était obligé de déposer cette peinture pour la restaurer en atelier. Pour la petite histoire, on se trouve à Avignon en ce moment. Et cette peinture, en fait, on a pu vraiment la restaurer et voire la dérestaurer parce qu'elle avait subi une restauration très rapide dans les années 1980, mais on a réussi vraiment à retrouver la peinture d'origine. Et j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est vraiment cette peinture qui marque la transition entre l'art déco et l'art déco. Alors, ce que vous voyez vous voyez une grande partie blanche, là ça nous a posé des problèmes. Vous avez peut-être vu sur les photographies tout à l'heure, il y avait une gigantesque pendule qui a disparu complètement, et cette pendule était appuyée sur cette peinture, et puis évidemment, quand on a restauré le travail des années 80, on s'est rendu compte qu'on avait un blanc, et on ne savait pas quoi en faire. Donc, il nous a semblé absolument irréaliste d'inventer complètement une pendule qu'on connaissait que par des photos en noir et blanc. Donc, en fait, on a fait de la restitution, on a fait comme s'il n'y avait jamais eu de pendule. Et ça, grâce à une chose, ça je commence à en parler ici, c'est que cette peinture a été faite par Francis Jourdain, le fils de son père, c'est moi. Et donc, Francis Jourdain était ce qu'on appellerait maintenant un designer, c'est-à-dire qu'il lui aussi il faisait de la décoration, il a fait du mobilier également. Et son père lui a dit, écoute, tu nous fais une peinture. Et son père, donc en fait son père il était vraiment très art nouveau, alors que le fils était très art déco. Alors comme il a voulu faire plaisir à son père, et je pense qu'il y a eu des bagarres de famille assez fortes, le fils a gardé la polychromie art nouveau, mais par contre si vous regardez bien, vous allez voir vous verrez de l'art déco, ne serait-ce que les queues de porc déjà, ce qui est assez typique de l'art déco, à travers les siècles aussi. Mais quand vous le verrez, on va sûrement voir une photo tout à l'heure de cette peinture, elle est très structurée, enfin elle est très art déco, même si elle a encore la polychromie art nouveau. Alors, je vous parlais des planchers de verre tout à l'heure, il n'était évidemment pas question de refaire des planchers de verre pour être à nouveau embêtés à juste titre par les pompiers. On a vraiment cherché toutes les solutions possibles et imaginables, et là je rends hommage à LVMH parce que vraiment ils ont joué le jeu jusqu'au bout, parce que l'objectif c'était d'essayer de garder ces pavés de verre qui sont quand même dans la conception de la Samaritaine qui était vraiment extraordinaire. Et on n'a pas réussi, on a fait vraiment des tas d'essais d'incendie, ça se passait à Metz d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai assisté à des incendies volontaires qui étaient extraordinaires, puis à chaque fois ça ne marchait pas, ça se cassait la figure. Donc en fait, on a fait du trompe-l'œil. C'est-à-dire que les dalles de verre que vous verrez au dernier étage, alors allez-y parce que c'est là qu'il y a tous les bars, donc vous aurez l'occasion d'y aller. Donc ces dalles de verre que vous verrez, c'est de la décoration. On reste dans le trompe-l'œil, c'est simplement des dalles de verre qui sont posées sur des dalles béton, tout simplement. Mais ça donne l'impression, en tout cas, de ce que ça pouvait être. Alors, autrement, écoutez, là je vais vous montrer quelques photos rapides des artisans qui ont travaillé pour restaurer les décors que vous avez pu voir, parce que, évidemment, ils avaient bien souffert. Monsieur Lagneau, vous pouvez approcher. Voilà, je recommence. Donc là, vous allez voir les artisans en fait, qui travaillent. Là, vous voyez les éléments en plâtre dont je vous parlais tout à l'heure, et que l'on remet en place. Donc, vous voyez, si on ne le sait pas, on croit que c'est simplement une fer forgé. Cet escalier qui a vraiment retrouvé sa superbe avec les décors dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette peinture également, avec les petits bois, parce que ça aussi c'est quelque chose, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais dans les années 80, on avait changé complètement la verrière de ce secteur, et ce qui fait que on avait mis des grands verres, parce qu'effectivement, on sait fabriquer des grands verres maintenant. Donc, à la fois pour une raison, je ne sais pas, soit d'économie, soit de modernisme, on avait mis des grands verres, mais ça changeait complètement l'échelle de l'ensemble. Et d'ailleurs, ça avait été au Grand Palais, il y avait eu exactement le même raisonnement. Et aussi bien dans la restauration du Grand Palais que dans la restauration de la Samaritaine, on a tenu à remettre ce qu'on appelle des petits bois. Donc rassurez-vous, c'est en métal. Donc on a remis des petits bois
pour retrouver l'ambiance et le rythme d'autrefois. Alors ce qui fait qu'on a retrouvé notre Samaritaine que l'on connaissait. Alors, si je vais quand même, je ne vais pas parler des polémiques, mais enfin si, je vais quand même en parler. Parce que, alors je ne vais pas parler de la polémique dont on a parlé plus récemment, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette Samaritaine a toujours attiré des polémiques. Dès l'origine, ça a été des polémiques. Parce qu'en fait, ce qu'a voulu faire Ernest Cognac, bien aidé par son architecte, je vous avais dit qu'il avait un sacré caractère, en fait, c'est de faire parler de la Samaritaine. Et pour faire parler de la Samaritaine, rien ne faut les polémiques. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on disait que c'était une fresque publicitaire. Parce que c'est vrai que si on regarde les magasins, genre Bon Marché, Printemps, Galerie Lafayette, etc., ceux qui subsistent, bah, en fait, de l'extérieur, on a l'impression de voir un immeuble haussmannien qui est peut-être un peu plus ouvert, mais guère plus, mais qui est très traditionnel, qui est en pierre, qui ne démarque pas par rapport au tissu urbain. Alors que là, au contraire, il a voulu faire une véritable vitrine ambulante, plutôt que d'avoir les vitrines strictement au rez-de-chaussée, il les a mis sur tous les étages. Alors ça ne se voit plus maintenant, mais autrefois, vous aviez vraiment des vitrines à tous les étages. Vous avez encore le nom de ce que l'on voyait dans les étages. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Amazon, il y avait les chapeaux, les habits, etc. Donc, ils y sont toujours. Alors simplement, comme on a été amené à faire des redistributions de plaques en lave émaillé, évidemment, ça ne correspond plus à ce que vous trouverez par derrière. Enfin, en tout cas, c'était ce qu'on appelait une fresque publicitaire, évidemment sur un ton très péjoratif. Et ça a toujours été comme ça. Puis je vous dis, là où vraiment ça a été le summum, c'est quand Jourdain voulait faire exactement le même bâtiment sur la Seine, c'est-à-dire devant la Monnaie, Notre-Dame, etc. Donc ça a toujours été polémique comme ensemble. Alors, je parle rapidement là des restaurations. Je vous montrais tout à l'heure qu'en fait, très souvent, on a simplement remis en valeur les décors qui avaient été conservés. Hein, vous voyez, sous les peintures blanches, on retrouve les polychromies. Sous les peintures, c'était verdâtre, on retrouve les tesselles dorées. Donc les laves émaillées, on les a retrouvées. Alors on était obligé d'en refaire quelques-unes parce qu'elles avaient été brisées. Vous savez, une lave émaillée, c'est la lave, hein, il y a des carrières de lave, hein, évidemment pas dans toutes les régions de France. Une lave émaillée, ça fait à peu près 2 cm d'épaisseur, et puis ensuite on les passe au four. Alors chaque couleur correspond à un passage au four. Donc c'est un travail qui est vraiment très très délicat, et en fait on a eu beaucoup de mal à les refaire, mais on a réussi, on a trouvé des artisans. Ça, les artisans et les artistes, on les a retrouvés. Ce qui n'a pas été facile à retrouver, c'est les fours pour les mettre, parce que c'est des plaques de lave émaillée, ça faisait presque 5 mètres de long, et trouver un four de 5 mètres, c'était pas évident. Enfin, on a réussi à remettre ces laves, alors avec beaucoup de précautions, parce que vous imaginez que les 2 cm d'épaisseur, c'est un peu plus fragile. Donc on a réussi à les refaire et à les remettre en place. Pareil pour la ferronnerie, on a trouvé des artisans qui ont pu parfaitement les reforger, parce que beaucoup avaient disparu. Il y avait eu des escaliers mécaniques qui avaient été mis en place. Donc pour mettre l'escalier mécanique, on supprimait simplement le garde-corps en fer forgé. Donc là maintenant, on a conservé des escaliers mécaniques, on les a mis dans des endroits qui ne nuisaient pas aux œuvres d'art. Et là, la ferronnerie, regardez là quand vous irez, c'est vraiment de la ferronnerie, de la véritable ferronnerie, c'est-à-dire vous ne verrez pas de traces de soudure, c'est entièrement assemblé à sec. Alors évidemment, il y a eu des dorures également qui ont été rajoutées. Les tesselles dorées, ça aussi, il a fallu en refaire. Enfin, bref, on a eu la chance, et là encore une fois, je rends hommage à LVMH, de pu avoir les meilleurs pour faire ce travail. Donc, vous voyez, c'était du cuivre repoussé. Enfin bref, il y a tout le travail traditionnel de ce genre de décor. Voilà, pour arriver à cet ensemble. Alors, donc, on voit bien à la fois alors, c'est là où on trouve vraiment le mélange Art Nouveau Art Déco qui, curieusement, n'a jamais existé. Donc, en fait, la restauration qui a été faite
a mis en valeur un état qui n'avait jamais existé, puisque vous l'avez compris, dès la construction de la partie Art déco, on s'était empressé de dissimuler tout ce qui faisait Art nouveau. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si de nos jours, on avait des personnes habillées en Art nouveau qui se côtoyaient avec des personnes Art déco. C'est tout à fait ça fait tout à fait le même esprit. Mais enfin, ça correspond à notre vision du patrimoine en tout cas, c'est de remettre en valeur les parties les plus significatives. Alors, je vous parle quand même de la restructuration, parce que là, vous avez compris qu'on avait restauré une partie du magasin, la partie du magasin qui présentait la plus grande qualité patrimoniale. Par contre, les parties ne correspondaient pas à des parties patrimoniales. Nous avions fait une étude patrimoniale, donc avec l'aide des historiens, et en fonction de ça, aussi bien la DRAC que la ville de Paris ont estimé que telle et telle zone n'était pas patrimoniale. Donc en fait, une partie n'a pas été restaurée, c'est la partie, alors on les avait vus rapidement tout à l'heure. Par contre, ce qui a été conservé, c'est que le principe d'éclairage par des cours intérieurs vitrés a été conservé. C'est-à-dire qu'on a une succession entre la rue de Rivoli et la Seine, une succession de 3 cours vitrées, alors des cours vitrées du début du XXe siècle ou des cours vitrées récentes. Donc ça, alors ça n'a l'air de rien, c'est pas encore patrimonial, ça le sera sans doute un jour. Au point de vue technique, c'est vraiment une œuvre de technicité absolument extraordinaire, là, ce principe d'ombrelle. Donc on arrive au magasin 4. Donc le magasin 4, c'est lui évidemment qui avait fait le plus de polémique. C'est un bâtiment qui avait été acheté par la Samaritaine dans les années 1935 et 1940. Ce bâtiment, enfin les bâtiments que vous allez voir avaient été construits lors du percement de la rue de Rivoli, c'est-à-dire dans les années 1850-1860. Mais ces bâtiments, je dis ces bâtiments parce que là aussi il s'agissait de plusieurs parcelles, ces bâtiments avaient été complètement dénaturés par l'installation du fourreur Révillon qui occupait tout cet ensemble. Parce que lui aussi, il avait fait exactement comme Ernest Cognac. Il avait grignoté les intérieurs pour pouvoir faire bref, pour pouvoir vendre ses fourrures, cette fois-ci. Donc, en fait, c'est ce magasin 4, là, c'est celui-ci, que vous allez voir un petit peu plus précisément, qui lui aussi aura exactement le même traitement. On va les voir avec ce système de verrière qui lui aussi au point de vue technique est assez exceptionnel. Alors voilà le magasin 4 que vous avez sans doute connu, qui avait déjà été pas mal transformé. Donc vous imaginez, vous voyez toutes les parties en surélévation qui avaient été faites au fil du temps par ce fourreur Révillon, le rez-de-chaussée qui lui avait été complètement massacré. Je vous fais grâce des intérieurs parce que eux aussi ils avaient complètement disparu. Ils ressemblaient un peu à ce que l'on a trouvé dans le magasin 2. Donc en fait la décision alors c'est la ville de Paris, parce que ce que c'est pas protégé. Hein. Donc c'est la décision de la ville de Paris a été d'accepter sa démolition et d'accepter donc le projet de l'architecte japonais Sana qui a été réalisé. Lui aussi, c'est une prouesse technique. Donc je vous incite vraiment à aller le voir. C'est une prouesse technique au point de vue réalisation, au point de vue, enfin à tout point de vue acoustique, thermique et autres. L'esthétique, parfois, vous verrez que dans 50 ans, on trouvera que c'est absolument exceptionnel. Alors, la rue de l'Arbre Sec, vous parlez des immeubles du XVIIe siècle. Eux ont été conservés, ce sont des logements sociaux. Simplement, ne vous étonnez pas si vous trouvez des hauteurs de garde-corps qui sont quelquefois un peu différentes. C'est tout simplement parce que ces immeubles avaient des planchers avec des hauteurs différentes et que, comme vous imaginez bien que pour des problèmes d'accessibilité ou autres, tous les planchers devaient être au même niveau, c'est ce qui explique les hauteurs de garde-corps que vous ne verrez peut-être pas, d'ailleurs je n'aurais pas dû vous en parler. Enfin, ça a été le problème de l'architecte, en tout cas, pour unifier l'ensemble des planchers sans toucher à la façade. Donc on a conservé cette façade avec le rythme du parcellaire ancien.
Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que cette nouvelle façade, bon, j'en suis pas le responsable bien sûr, mais qu'elle aura continué d'évoluer selon le vœu de ses créateurs, afin de continuer à s'adapter au style architectural de leur temps, et ce, afin d'attirer toujours plus de lumière et de clients au cœur du magasin. Et je pense vraiment que cette façade participe tout à fait à l'esprit d'Ernest de Cognac. Et je me rends compte que j'ai oublié d'effacer une traduction. Voilà, je vous remercie. Grande question, si vous avez fonctionné. 10 minutes, oui, s'il vous plaît. Comment est-il possible de grignoter en 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de transactions immobilières, mais si on avait tout un compte, on ne pourrait pas grignoter à 10 ans. Alors, on est peut-être en 1900. Ça a commencé dans les années 1895, 1896. Et puis, ma foi, il a réussi. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ose pas imaginer les moyens qu'il a utilisés pour priver les appartements. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a réussi. Alors, c'était des locataires. Hein. Il y avait des propriétaires. Donc, sans doute que les locataires étaient moins défendus qu'actuellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a réussi. Ah, le coût de la restauration, c'est toujours... Il y a plusieurs choses que je me refuse à apprendre, que je pourrais vous répondre. Je me refuse à apprendre, c'est la surface d'un édifice, sa hauteur et son coût. Alors le coût, je le sais parce qu'il a été publié dans la presse, c'est 750 millions. Mais je ne peux pas vous le garantir parce que vous savez, quand on parle de coût d'une opération, on ne sait jamais s'il s'agit du coût des travaux, s'il s'agit du coût des frais annexes. C'est pas seulement les honoraires d'architecte, probablement. Donc en fait, on ne sait jamais ce que recouvre exactement la notion de coût d'une opération. Donc c'est pour ça que c'est toujours à manier avec précaution. Et les 750 millions, c'est ce qui a été donné dans la presse. Ça a été le plus grand chantier d'Île-de-France pendant 10 ans. Donc en fait, vous avez vu là, vous êtes dans un cycle Art Nouveau Art Déco. Vous voyez, vous êtes tout à fait dans cette période. Alors, moi, ça m'a permis d'avoir confirmation d'un point, enfin, je m'en doutais déjà depuis longtemps, mais c'est qu'on a toujours tendance à dater les styles. Art Nouveau, c'est fin 19e, Art Déco, c'est 1925. Or, en fait, là, on est vraiment à l'aboutissement de l'Art Déco, c'est la fin de l'Art Déco, et je pense simplement que Jourdain et Cognac aussi voulaient faire un truc à la mode, mais vous savez, entre le moment où on conçoit un bâtiment et le moment où on réalise, c'est une dizaine d'années. Donc en fait, lorsque le bâtiment a été terminé, l'art nouveau était, entre guillemets, passé de mode. On a commencé à passer de mode et l'art déco apparaissait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté souvent sur les chantiers dont je suis occupé, c'est que l'art déco, en fait, il apparaît dès 1908-1910. Ça commence par la peinture, ensuite par la sculpture, et l'architecture apparaît ensuite. Mais l'architecture, c'est toujours la traîne des artistes. Enfin, je ne veux pas dire que les architectes ne sont pas des artistes, enfin, c'est les peintres et les sculpteurs qui commencent à découvrir un style, et puis ensuite les architectes l'utilisent. Donc l'art déco, en fait, on le voit apparaître parce que je ne peux pas à mon tour donner les dates, mais 1905-1910, les prémices de l'art déco apparaissent. Monsieur Lagneau, j'ai visité plusieurs fois la Nouvelle-Samaritaine. Est-ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas tout visité, je n'ai pas vu d'endroit où on évoquait la saga Cognac. Alors, sans trahir de secret et de devoir de réserve, là maintenant c'est résumé, mais là, il y a eu le Covid à la fin de la Samaritaine, et pendant très longtemps, la Samaritaine n'a pas trouvé la clientèle qu'elle espérait. Bon, maintenant c'est changé, mais ce qui fait que, en fait, je vois que lorsque j'en parlais avec les personnes qui étaient concernées, ils disaient que le public, alors vous voyez, ils parlaient de public, les clients venaient, mais plus comme on vient visiter un musée que comme on vient dans un magasin. Et ce qui fait que, ma foi, ils ont trouvé le truc, ils ont fait comme dans les musées,
Alors là, on ne pouvait pas payer en entrant, par contre, on paye en sortant. Et il y a tout un stand à rez-de-chaussée, justement, pour souvenir de Paris, histoire de la Samaritaine, etc. Et là, ça marche très bien. Mais maintenant, ça y est, les clients reviennent. Est-ce que vous avez réalisé un reportage de la restauration? Ah, écoutez, il y en a eu énormément. Je crois que je n'avais jamais suivi autant de reportages, que ce soit de radio ou de télévision. Alors, si vous voulez les voir, c'est très facile. Vous tapez l'agneau samaritaine sur votre Google préféré. Et là, vous verrez une succession de vidéos absolument extraordinaires. Et il n'y a pas que l'agneau, mais vous verrez tous les artisans ont été filmés. Et vous verrez vraiment, je vous en ai montré des extraits, et vous verrez le forgeron en train de travailler, vous verrez les décorateurs ou autres. Non, le LVMH a parfaitement communiqué sur là-dessus. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez, les architectes, on leur reproche toujours de dépenser trop d'argent, surtout dans la décoration. Alors, évidemment, je suis dans les monuments historiques, donc c'est vrai que de ce côté-là, je ne suis pas trop gêné, mais enfin quand même, l'argent, c'est de l'argent. Et là, c'est une des premières fois où je n'ai jamais eu de contraintes financières dans la restitution d'éléments anciens. Donc c'est devenu un argument de vente, si je peux dire. Alors, naturellement, je n'ai pas cité vous avez imaginé que je ne suis pas tout seul dans cette opération. Moi. Je n'ai pas cité, enfin si j'ai cité le SANA, l'agence japonaise qui a fait des travaux. J'avais très peur parce que les stars internationales, ils ont une certaine prétention et un certain ego. Et lorsqu'on travaille avec eux, lorsqu'il y a des parties patrimoniales et qu'on demande qu'il y ait des architectes spécialisés pour travailler, il y a toujours des grosses discussions parce que la star, évidemment, elle prétend être plus forte que tout le monde. Or là, j'ai vraiment eu affaire à des personnes très humbles. Je ne sais pas si c'est le côté japonais ou bien si c'était leur façon de voir les choses. Des gens qui m'ont vraiment facilité le travail et qui ont parfaitement compris tout ce que je faisais, même quand quelquefois ça risquait de heurter les projets que vous avez pu faire. J'ai une question parce que vous parliez des Cognac-Jacques comme les entrepreneurs. Et est-ce qu'ils avaient, parce qu'il y a des Cognac-Jacques, c'était des collectionneurs aussi, donc ils ont une idée du voilà. Et est-ce que au moment des constructions, des décorations, ils avaient préconisé des choses par rapport aux architectes, enfin, ils avaient vraiment une idée de ce qu'ils voulaient en termes de décor, ou on ne sait pas? Bon, certains de l'art nouveau, bien que ce n'était pas leur style préféré. Enfin, c'était le style à la mode. Donc là, ils ont tout à fait travaillé dans l'art nouveau. Je pense que c'est au moment de l'art déco qu'il y a eu des discussions avec Franz Jourdain, qui voulait absolument lui continuer à faire de l'art nouveau. Et puis les cognacs, enfin les cognacs-jets, eux savaient que c'était un style qui était fini, et ils l'ont envoyé tout de suite dans l'art déco. Alors c'est vrai que j'ai été un peu rapide, et puis c'est plaisant à dire, en disant qu'ils n'avaient pas voulu perdre de temps à discuter avec la ville de Paris. Mais en fait, je crois que sincèrement, c'était des véritables collectionneurs. Alors, on constate aussi que je pense qu'à partir d'un certain niveau de revenus, le seul moyen de dépenser son argent, c'est d'acheter des œuvres d'art. Vous avez parlé des associations qui se sont critiquées un petit peu ce projet. Et quel a été le rôle de la Commission du Vieux Paris? Elle était en première ligne, bien sûr. Quand je parlais des associations, c'était essentiellement la Commission du Vieux Paris qui a bondi complètement. Parce que, évidemment, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle souhaitait faire. Or, la Commission du Vieux Paris, je me rappelle, elle voyait passer tous les permis de démolir. C'est ça le rôle de la Commission du Vieux Paris, c'est d'alerter la ville de Paris sur les démolitions. Or, là, on a quand même démoli des immeubles que de nos jours on conserverait, ça sans aucun doute. Et ça veut dire aussi que quelquefois, de démolir, quelquefois c'est peut-être pas... On est peut-être un peu trop frileux quelquefois à vouloir absolument conserver tous les éléments du passé. Je cherche un exemple là, je ne trouve pas tout de suite, mais
on peut se dire, quelquefois on est amené à se dire, ah bah heureusement qu'on l'a conservé. Ça a permis de faire un bâtiment de meilleure qualité. Ça ne concerne pas la Samaritaine, mais en fait c'est quelque chose que l'on donc, bah, écoutez, bon, je ne peux pas vous en dire plus, sinon c'est la commission des Lieux Paris qui est contre. Mais enfin, ça nous a permis d'avoir Soulage. Autrement, on aurait eu Jourdain. On aurait eu la façade sur la rue des Prêtres Saint-Germain, qui donc a disparu. On aurait déplacé la façade d'une cinquantaine de mètres. Donc, c'était pas un rôle négatif. Écoutez, merci beaucoup.